Elle est morte avec la bouche cousue. Un fil rouge traversait ses joues, ses gencives et ses lèvres, afin que personne ne sache ce qu'elle avait murmuré au roi pendant la dernière semaine avant sa mort. Selon le rapport du chirurgien royal, le corps a été découvert dans la buanderie, enveloppé dans une taie d'oreiller, sans nom, présentant des signes de violence et de décomposition putride sur la partie inférieure du torse. C'était l'une d'entre elles, celle qui n'était pas mentionnée dans les chroniques, qui n'était pas admise dans la chapelle, mais qui était admise dans le lit, dans les appartements secrets, dans les rêves agités des monarques. À partir de la fin du mois d'octobre 1536, l'inquiétude grandit parmi les valets de chambre à la cour du roi Philippe. Les vieux gardes, surtout ceux qui étaient des Wallons, remarquaient que pendant les quarts de nuit, on sortait de l'aile ouest du palais des draps sales, des jupes ensanglantées et même des petites cruches remplies d'urine humaine enveloppées dans des tissus noirs. Les questions étaient répondues sèchement. « Ça vient des bains. Ne te mêle pas de ça. Ça ne te regarde pas. » Mais ni les bains publics, ni les bains privés ne fonctionnaient à cette époque. Les tuyaux étaient remplis d'eau glacée et tout le personnel avait été renvoyé. Des jeunes femmes commencèrent à disparaître du château. Selon le témoignage du pharmacien de Brunn, la chambre royale ressemblait depuis la fin de l'automne à un lazaret. L'odeur qui émanait des appartements du souverain était indescriptible, aigre, putride, mêlée de sueur et de sang séché. Les bougies s'éteignaient d'elles-mêmes. Les sangsues tombaient de la peau avant d'avoir eu le temps de se gorger de sang. Philippe, de l'aveu général, ne quittait pas son lit depuis plus de 2 semaines. Les fenêtres étaient drapées de l'intérieur. Les gardes à la porte étaient relevés chaque jour, mais personne ne connaissait le nom de ceux qui entraient à minuit et sortaient avant l'aube avec des paniers recouverts de peaux de chien. Ils venaient une par une. Des blanchisseuses, des servantes, parfois simplement des enfants, trouvés dans des couvents, qui étaient temporairement affectés au service du roi. Toutes ne revenaient pas. Selon la description du médecin, le roi continuait à demander de nouvelles visages, mais ne les reconnaissait pas. Ses yeux étaient vitreux. Sa langue était déchirée à la base, comme s'il avait essayé de l'arracher avec ses dents. Des rumeurs commencèrent à circuler dans le palais. Il voyait en elle sa mère, le diable, celle qu'il avait rejetée dans sa jeunesse. Parfois, il ordonnait « Pendez-la par les cheveux, seuls ces cheveux peuvent me retenir dans ce monde. » Dans le rapport de l'évêque d'Artois du 21 novembre, on peut lire « Le roi exige que chacune des femmes qu'on lui amène lui donne la communion. Il leur ordonne de tenir le pain et le vin entre leurs seins avant de les accepter. » La tentative du confesseur de mettre fin à cette folie fut réprimée par les gardes. Ils brisèrent le bras de l'aumônier et le jetèrent par la porte de la cuisine. Personne n'osa plus entrer. Son corps était couvert de plaies. Des taches violacées apparaissaient à l'intérieur de ses cuisses, d'où la peau se détachait. Ses mains tremblaient. Il se débattait, marmonnait les noms de femmes décédées depuis longtemps, auxquelles il avait été fiancé dans sa jeunesse et exigeait que l'on coupe la tête de ceux qui osaient regarder. À cette époque, on discutait activement à la cour pour savoir qui deviendrait régent en cas de décès. Son fils, un garçon de 10 ans, élevé dans un monastère, n'était pas apparu auprès de son père depuis le printemps. Certains savaient que c'était la mère du garçon qui avait été retrouvée pendue dans la tour 2 mois avant les événements décrits. Son nom avait été rayé de tous les registres du palais. Les serviteurs chargés de nettoyer ses appartements exigeaient 2 fois plus de sel que d'habitude. La nourriture qu'on lui apportait restait intacte. Les excréments étaient recueillis dans des pots de chambre remplis de romarin et de vomi. Le corps dégageait une odeur de chair musquée en décomposition et de sang séché. Il ne parlait plus, il toussait seulement.
crachant parfois des morceaux de peau ou des dents. On lui appliquait une pommade à base de camphre, mais même les médecins expérimentés refusaient de poursuivre le traitement, certains se plaignant d'une douleur brûlante dans la gorge après chaque visite dans sa chambre. Parmi ceux qui lui étaient amenés, des filles commencèrent à apparaître. La plus jeune, selon le rapport, avait 9 ans. Elle s'appelait Margée. 3 jours plus tard, elle fut retrouvée morte dans un seau contenant des restes de pommade. Son corps fut transporté dans la chaufferie. Son nom disparut de tous les registres. Après cela, les serviteurs se mirent à prier dans les couloirs. À la fin du mois de décembre, le roi ne pouvait plus respirer sans l'aide d'un tube inséré dans la gorge. Il a commencé à avoir des convulsions. Il se rongeait les doigts jusqu'à l'os. Sa bouche sifflait, ses crachats étaient striés de noir. Il exigeait qu'on lui frotte l'aine avec de la cendre. Elle ne viendra pas s'il n'y a pas de cendre. Ce n'est qu'alors qu'elle croira que je me suis repenti. Entrée d'archives du 3 janvier. Le corps d'une jeune femme, à la bouche cousue, a été transporté hors de la buanderie. Le lendemain, le roi n'a même pas été reconnu par ses gardes. C'était Mariette. Sa résurrection dans les récits des servantes a définitivement brisé les dernières interdictions. La garde a été changée. Une sorte de siège a commencé. Les appartements royaux ont été encerclés, les portes ont été barricadées. À l'intérieur, il ne restait plus que lui, 2 chirurgiens et la dernière, sainte maîtresse, une femme adulte muette, arrivée d'un refuge pour femmes 1 mois avant le début de la folie. Son sort est resté inconnu. Les serviteurs autorisés à entrer dans l'aile ouest, après que les portes aient été enfoncées dans la nuit du 9 janvier, ont fait des déclarations similaires. Les pièces étaient glaciales. Les rideaux étaient imprégnés de sang et de moisissures. Une épaisse couche de poussière recouvrait le sol comme si personne n'était entré là depuis des mois. L'air était immobile. Le roi gisait sur le lit. Il ne bougeait pas. L'un de ses yeux était ouvert et ressemblait à une plaie purulente. L'autre était recouvert d'une pièce de monnaie. Sous son corps, un oreiller était imprégné de sang et d'un liquide grisâtre qui s'écoulait des plaies ouvertes dans le bas de son abdomen. Ses doigts étaient ligotés avec des cordes en cuir. Les médecins affirmaient que sinon, il les rongeait pendant ses crises de convulsions. Sur la table, il y avait des assiettes avec de la nourriture séchée, du pain moisi, des os de pigeons rongés. Contre le mur, il y avait 2 chaussures de femmes de tailles différentes et 2 bonnets de nuit, l'un couvert de taches de sang, l'autre humide et sentant le vinaigre. Dans un coin se trouvait un seau d'où sortaient des vers. Les murs étaient recouverts d'inscriptions griffonnées. Elle regarde. Ne la laissez pas entrer. Le sang ne m'accepte pas. Les notes du médecin de la cour, datées du même jour, indiquaient « Le corps est apathique à l'examen, la température de la peau est inférieure à la normale, des signes de gangrène sont visibles sur les pieds, une odeur de cadavre se dégage. La bouche est bouchée avec un chiffon, à l'intérieur se trouvent des fragments de tissu, probablement d'origine féminine. La langue est partiellement mordue, le rectum est déchiré. Sous les ongles, on trouve des caillots de saleté et de sang. Des signes de violence sexuelle ne sont pas exclus. La cause officielle du décès n'a pas été indiquée. Le rapport a été envoyé à l'archevêque sans signature. Des rumeurs ont commencé à circuler dans le palais. On disait que personne n'avait été autorisé à le voir ces derniers jours, non pas parce qu'il était mourant, mais parce qu'il n'était plus un être humain. L'un des serviteurs jurait avoir entendu, pendant la nuit, derrière le mur, non pas des paroles, mais des grincements, comme si quelqu'un rongeait du bois. Un autre affirmait avoir vu une femme sortir nue de sa chambre, mais toute sa peau semblait recouverte de suie. Lorsque le corps fut transporté, un brouillard recouvrait le château et une faible neige tombait. Il fut enveloppé dans un tissu grossier et non dans des vêtements royaux. Les serviteurs se tenaient à distance. Personne ne voulait s'approcher à moins de 5 pas. L'un des soldats
celui qui portait la civière à l'arrière, est devenu fou par la suite et a été isolé dans une cellule du monastère. Il affirmait qu'il ne transportait pas un être humain, mais une poupée remplie de cheveux. Et les cheveux étaient vivants, ajoutait-il dans ses convulsions. Le corps fut transporté par le passage nord. Le passage principal était bloqué. L'escalier menant à la salle du trône était recouvert de boue et plusieurs personnes glissèrent. Le toit de la tour ouest s'effondra le même jour. Dans les rapports de l'évêque d'Artois, on pouvait lire « Un signe de pourriture s'est abattu sur la couronne. L'embaumement commença le soir même. » Les procès-verbaux décrivent la catastrophe. Lorsque les viscères furent retirés, les chirurgiens se mirent à vomir. Le foie était en décomposition avancée. La vésicule biliaire éclata au moindre contact. Le cœur, ou ce qu'il en restait, se désagrégea en morceaux comme du sang coagulé. Nous n'avons trouvé aucun organe intact. Tout à l'intérieur était rongé, comme par de l'acide. Dans la cavité abdominale, il y avait 4 anneaux en or, des cheveux et un morceau de tissu identique à celui utilisé pour les chemises de nuit féminines. A écrit l'un des médecins, il fut décidé de ne pas ouvrir le crâne. L'un des serviteurs affirma qu'au cours de la nuit, alors que le corps gisait dans la cave où on le préparait pour l'exposition, il avait entendu des chuchotements et des bruits, comme si quelqu'un grattait le bois de l'intérieur, mais quand j'ai soulevé le couvercle, tout était calme, et ça sentait la lavande. Le compte-rendu officiel, rédigé le lendemain par 3 scribes, ne contenait que la phrase suivante « Le roi est décédé après une longue maladie, paisiblement, entouré de ses proches, aucun nom n'était mentionné, aucune femme, aucun signe, indiquant que des personnes sans nom avaient été autorisées à lui rendre visite au cours des 2 derniers mois. Un matin, une femme est arrivée au monastère de Bourges, muette, les doigts brûlés. Elle a laissé un paquet. À l'intérieur se trouvait une chemise de nuit, brodée d'une couronne, percée au niveau de la gorge. Le prêtre qui a réceptionné l'objet a noté dans son journal « J'ai eu l'impression de tenir son cœur entre mes mains, froid et humide. » Le paquet fut caché, puis perdu. La femme disparut. 1 semaine après l'embaumement, le corps fut transporté dans la chapelle Sainte-Madeleine. Il gisait sur une estrade en pierre, recouvert d'un tissu sombre, à travers lequel transparaissaient des taches. Les courtisans se tenaient à distance. Personne ne s'approchait plus près que ne l'exigeait le rituel. Une odeur émanait du corps. Malgré les frictions au vinaigre, à la myrrhe et au soufre, les bougies brûlèrent mal. L'une d'elles s'est éteinte 3 fois. Il a été noté « Une force impure errait dans l'air ». Le prêtre chargé de célébrer les funérailles refusa d'entrer dans la chapelle. Lors de son interrogatoire, il déclara « J'ai entendu la voix d'une femme implorant pitié, puis un cri. Un cri qui n'était pas celui d'une personne vivante. Il fut envoyé au monastère de Saint-Denis. Diagnostic, trouble mental. » Des témoins affirmèrent que la nuit où le corps fut exposé, une femme vêtue de noir et le visage couvert se tenait près de la fenêtre de la chambre. Elle regardait à l'intérieur sans bouger. Le matin, on trouva sur le rebord de la fenêtre une couronne séchée, faite de cheveux de femme entrelacés dans un anneau d'épines de blé. Entre-temps, des purges ont commencé à la cour. Le premier à disparaître fut le cuisinier, celui qui, sur ordre du roi lui-même, préparait les repas nocturnes pour les invités sans nom. On disait qu'il avait été retrouvé dans un puits, le ventre ouvert et rempli de pétales de roses séchés. Puis disparut la servante qui surveillait le rangement des lits. Ses cheveux furent retrouvés dans le chaudron où l'on faisait bouillir le linge. Personne ne chercha les coupables. Une rumeur se répandit dans le palais. Ils effacent les traces. Les archives d'un garde du palais rapportent « Nous avons reçu l'ordre de ne pas laisser entrer dans l'aile sud
les femmes sans sceau. Le sceau était un anneau, portant l'emblème de la couronne. Mais celles qui apportaient dans des lettres entraient quand même. Elles étaient toutes du même expéditeur, l'écriture était féminine, il n'y avait pas de signature. Le roi avait peu écrit au cours des dernières semaines, mais ses instructions, laissées dans les marges des livres, ont été conservées, elles pourrient en moi. Le mélange de tartre et de racines d'immortel ne sert à rien. Elle respire quand je dors. Les historiens pensent qu'il ne s'agissait pas de sa femme. La reine était alors en isolement, au château de Saint-Martin, et toute correspondance avec elle avait été interrompue. Des dénonciations ont été faites. 3 femmes, qui ne figuraient pas dans les registres de la cour, auraient été présentes à la cour en tant que compagnes de conversation. Aucune d'entre elles n'avait de statut officiel, de nom de famille ou de salaire. Les serviteurs les appelaient « les femmes de couverture ». On affirmait qu'elles entraient par les portes de service et restaient pour la nuit. Leur description variait, grande, avec une tache de naissance à la tempe, rousse, aux ongles noirs, silencieuse, sans sourcils. Toutes ont disparu après la mort du roi. Un scribe a écrit « Ces femmes n'étaient pas des concubines. Elles étaient une malédiction. Elles dégageaient un froid glacial. » Lorsque l'on ouvrit le vieux fourneau dans la cave, où l'on brûlait les bandages et les vêtements usagés, on trouva des fragments d'os, fins, comme ceux de femmes ou d'adolescents. Personne ne mena d'enquête. Un maître embaumeur écrivit plus tard « On nous a ordonné de ne poser aucune question. Tout ce que nous avons brûlé était sans nom. Mais l'un des crânes avait une dent en or. » À cette époque, des émeutes éclatèrent dans la capitale. Les gens réclamèrent des explications. Pourquoi la cloche n'avait-elle pas sonné au-dessus de la tour? Pourquoi n'y avait-il pas de deuil? Pourquoi le corps n'avait-il pas été montré au peuple? Des portraits d'une femme, au visage barré, apparurent dans les rues, censées être celles-là même qui avaient causé la chute du roi. L'Église interdit toute représentation. L'archevêque déclara « Il n'y a pas de péché plus grave qu'une femme qui entraîne un roi dans son lit sans couronne. » Les rumeurs se transformèrent en prières. Dans les monastères, on se mit à lire des psaumes sur l'expulsion de l'esprit égaré. Sur les murs de certaines églises apparurent des taches ressemblant à la silhouette d'une femme au sein nu. Dans les villages, des lynchages commencèrent. Plusieurs veuves furent accusées de sorcellerie et brûlées sans procès. L'un des évêques écrivit dans son journal intime « Le roi n'est pas mort empoisonné, ni de maladie. Son corps a été rongé par le désir qui s'est incarné et s'est emparé de lui. Sur la scène internationale, la mort du monarque plaça le pays dans une position vulnérable. Son fils était mineur. Le conseil de la cour était divisé. Certains réclamaient la régence en faveur de la reine, d'autres l'abdication. Les catholiques accusaient les partisans des réformes de débauche et de corruption du trône. La cour sombra dans une guerre froide entre factions, où la vie secrète du roi devint une arme. Chacun affirmait que c'était l'adversaire qui avait envoyé les femmes. Le rapport de l'ambassadeur espagnol indique « On ne les appelle autrement que des sorcières ». Mais c'était son choix. Dans la nuit du 7 février, le palais fut encerclé par des gardes. Sur ordre du conseil, l'aile des miroirs, où se trouvaient auparavant les appartements du roi, fut scellée. Selon un rapport interne, la raison invoquée était des dommages au plafond et des risques d'effondrement. Mais les proches savaient, on avait trouvé dans les murs un passage secret menant à une étroite pièce en pierre sans fenêtre. Sur le sol, il y avait des lambeaux de tissu carbonisé, des mèches de cheveux et un liquide sombre séché dans les fissures du carrelage. Le serviteur, qui avait découvert l'entrée, mourut 3 jours plus tard. Sa langue était enflée et ses yeux rouges et ensanglantés. Le rapport médical indiquait « Le corps dégageait une odeur d'œuf pourri. La gorge était rongée. » Un dépôt noir indéfini a été découvert dans les poumons. Le prêtre qui a célébré ses funérailles
s'est frappé 2 fois la tête contre le sol en marbre et a été emmené dans une cellule. Il ne cessait de répéter « Ses yeux étaient ouverts ». Le conseil décida d'effacer toutes les traces. La pièce fut murée. Les murs furent recouverts de feuilles de plomb et fermés par une fresque représentant Sainte Agathe. Une semaine plus tard, des taches d'humidité apparurent sur la fresque, dont le contour rappelait la silhouette d'une femme. Les travaux de nettoyage furent interrompus. L'archevêque donna l'ordre suivant. Ne touchez à rien, ne dites rien, ne pas prier. À cette même époque, une crise éclata dans le domaine de la momification. Le corps du roi, qui reposait dans la crypte du monastère, commença à se décomposer malgré toutes les mesures prises. Les serviteurs se plaignaient d'une odeur nauséabonde qui s'infiltrait même à travers les portes calfeutrées. Il est écrit « Une couche jaunâtre est apparue sur les doigts. La peau se fissurait. De la graisse blanche suintaient des coutures. » L'un des moines a écrit dans son journal « Chaque fois que nous allumions l'encensoir, il s'éteignait, comme s'il n'y avait pas d'air dans la crypte. Mais on sentait une respiration. » La reine refusa de se rendre aux funérailles. Dans une lettre adressée uniquement au conseil, elle indiqua « Je ne monterai pas vers la dépouille de celui qui a couché avec des femmes sans visage. » Elle fut isolée sous prétexte de maladie. En réalité, la reine avait exigé que toutes les chambres où se trouvaient les femmes sans nom soient inspectées. Sur son ordre, 7 chambres furent à purifier par le feu. Les lits furent à brûler, les planchers arrachés, les murs échaudés à l'eau bouillante et frottés avec du sel. Celles qui se trouvaient à proximité furent envoyées dans des couvents pour se repentir. À l'extérieur du palais, les choses n'allaient pas mieux. L'Église était divisée, une partie des évêques considérait que la mort du roi était une punition pour un péché secret. L'autre affirmait qu'il s'agissait de l'œuvre d'une femme dotée de pouvoir. Une chasse à l'homme commença. Des centaines de femmes furent arrêtées sur dénonciation. Les preuves de culpabilité étaient les suivantes. Présence de teinture, d'herbes séchées dans les oreillers, d'amulettes cachées, absence de mari ou grains de beauté dans l'aine. En 42 jours, 47 personnes furent brûlées, dont 9 femmes enceintes. Les documents du Conseil confirment que certaines exécutions ont eu lieu sans procès. Elles étaient fondées sur des lettres prétendument trouvées dans la chambre du défunt roi. Elles décrivaient des techniques pour dompter la volonté d'un homme en lui faisant boire des pétales de lys et de la salive. Mais aucune lettre n'était signée. Le papier était taché lorsqu'il était éclairé par le feu. Entre-temps, le corps n'avait toujours pas pu être complètement isolé. Le visage du roi était gonflé. Ses oreilles étaient noircies. Un liquide épais, semblable à de la cire, s'écoulait de ses narines. Lors de l'ouverture du sarcophage pour une nouvelle mise en bière, plusieurs ecclésiastiques ont perdu connaissance. Les médecins ont déclaré « Ce n'est pas naturel ». L'un d'eux, un vieux embaumeur, avoua « J'ai vu des corps rongés par la peste, c'est différent. On dirait qu'il pourrit de l'intérieur, comme si quelqu'un le voulait. » Personne ne prononçait le nom de cette femme ou de ces femmes. Mais dans les murs où elles habitaient, on continuait d'entendre des bruits la nuit, des pas de pieds nus, des claquements d'articulations, une respiration lourde. L'un des gardes de nuit est devenu fou et s'est enfui du palais en criant « Elle regardait à travers mon visage ». Les archives rapportent qu'à la veille du Conseil d'État de mars, où devait être nommé le régent, une note apparut dans la salle de réunion. Le papier était neuf. L'écriture était la même que celle des notes adressées au roi. Il n'y avait qu'une seule phrase « Je suis toujours là ». Aucun témoin ne fut trouvé. Les serrures étaient enfermées. Tout cela se passait dans un contexte de pression politique. Les puissances voisines exigeaient des éclaircissements. Qui gouvernait? Où était la reine?
Pourquoi l'héritier n'avait-il pas été couronné? Qui était derrière le refus d'un deuil officiel? En réponse, les ambassadeurs recevaient des lettres laconiques faisant état d'une période de transition interne. Toutes les réceptions diplomatiques étaient annulées. Les ambassades quittaient temporairement la capitale. Mais parmi le peuple, tout était différent. Là-bas, on savait. C'était une femme qui avait causé la perte du roi. Pas une sorcière, ni un poison, mais une femme qu'on avait laissée entrer sans nom, sans prière et sans couronne. On disait que les chroniques du monastère conservaient la liste des concubines qui n'avaient jamais été enregistrées et qu'elles ne mouraient de pas, mais se dispersaient en fumée. L'une de ces chroniques disait « On leur donnait les clés de l'âme royale et elles ne demandaient pas pourquoi ». Au printemps, la famine s'est abattue sur la capitale, non pas à cause d'une mauvaise récolte, mais à cause de la peur. Les caravanes ont cessé d'entrer dans la ville, les marchands ont disparu, les marchés se sont désertés. Les gens disaient que tous ceux qui s'approchaient du palais tombaient malades. Leur peau pelait, leur bouche avait un goût de pourriture, et la nuit, ils rêvaient de femmes sans visage. L'une d'elles revenait particulièrement souvent, vêtue d'une robe rouge, le crâne rasé et le ventre ouvert. Les prêtres locaux appelèrent à la prière, mais les églises restèrent vides. Les gens brûlaient leurs lits, enduisaient leurs fenêtres d'ail et barricadaient leurs portes de l'intérieur. Pendant ce temps, le corps du roi n'était toujours pas enterré. À la troisième tentative d'embaumement, la cavité abdominale s'est ouverte. Les entrailles étaient noircies et gonflées. Le foie présentait de nombreux abcès remplis d'une masse grise qui sentait le métal pourri. Rapport d'autopsie. Le tissu se décompose en libérant constamment des bulles. Les doigts du chirurgien se sont couverts d'éruptions cutanées en quelques heures. Les veines se décomposaient au moindre contact. L'accès à la crypte, où la procédure avait été effectuée, a été définitivement interdit. L'un des médecins est rapidement devenu aveugle, le second est mort, on l'a retrouvé noyé, face contre terre, dans un tonneau rempli d'une décoction à base de plantes. Une semaine plus tard, le jeune frère du roi mourut. Il s'était étouffé dans son sommeil. Son visage était noirci. Du sang coulait de son nez, et sa poitrine portait une marque, comme si quelqu'un l'avait longtemps maintenu par le cœur. Des témoins affirmèrent qu'il avait crié, appelant une femme dont personne n'avait entendu le nom. Le lendemain, on trouva, dans les appartements, un miroir ancien, couvert de fissures, alors que personne parmi les domestiques ne l'avait apporté. Le conseil se réunit dans une salle fermée. Il fut décidé qu'aucune femme, ayant vécu dans l'aile des miroirs, ne pourrait quitter le couvent. 2 d'entre elles tentèrent de s'enfuir. L'une fut retrouvée dans la forêt, carbonisée. L'autre disparut sans laisser de traces. Elle figure encore aujourd'hui dans les archives comme disparue par la volonté d'une force inconnue. Il n'y a aucune mention publique à ce sujet. Cependant, le journal intime d'un archiviste de la cour contient la note suivante. On ne peut tuer ce qui n'a pas été nommé. Entre-temps, un jeune héritier fut élevé sur le trône. La reine veuve devint régente. Ses mains étaient couvertes d'une éruption cutanée qu'elle cachait avec des gants. On disait qu'elle ne dormait pas la nuit, mais restait assise devant des bougies allumées, répétant « Ne pas laisser entrer, ne pas laisser entrer ». Tous les miroirs du palais furent retirés et brisés. Les éclats acérés étaient conservés dans un coffre scellé avec du plomb et du cire. Lorsque le corps du roi fut finalement emporté en secret pendant la nuit et enterré hors des murs de la ville, la foule des gens du peuple s'agenouilla. Mais ce n'était pas par chagrin, mais par peur. Un témoin oculaire écrivit « Lorsque le couvercle du cercueil toucha le sol, toutes les lumières s'éteignirent dans les maisons. L'Église refusa de célébrer les funérailles. Les moines signèrent le reçu de leur paiement, mais gardèrent le silence.
Aucune croix ne fut placée sur la tombe, seulement une lourde dalle de pierre gravée des mots « Il appartenait à tous et est mort sans nom ». Ce n'est que plus tard que les chroniqueurs ont rapporté qu'après la mort du monarque, le pays a connu une période d'instabilité de 3 ans. Les coffres étaient vides. Les évêques se disputaient entre eux pour savoir qui était le véritable protecteur du trône. Un ambassadeur a écrit « Il n'y a plus de volonté ici, seulement la peur et les ombres ». Une rumeur se répandit parmi le peuple. L'une des femmes qui se trouvait dans les appartements secrets aurait donné naissance à un enfant qui grandissait dans un monastère, caché du monde comme une nouvelle malédiction. Dans le journal du dernier médecin de la cour, qui s'enfuit 2 mois après la mort du monarque, on trouve cette note. Je ne sais pas qui elle était, mais je sais qu'il l'appelait la nuit et que sa peau pourrissait à cause de cet appel. J'ai vu la foi se dissoudre dans le pu et le pouvoir dans la peur. Il ne reste plus ici que l'odeur et des miroirs vides. Ainsi s'acheva le règne d'un souverain dont la vie appartenait à beaucoup, mais dont la mort n'appartenait à personne. Et le pays, qui autrefois tenait dans son poing la terre et la conscience, se retrouva avec une femme sans nom, qui entra dans les appartements et n'en ressortit jamais.